Mais en fait, c'est passionnant dans le sens de la personne, de tout ce qu'il a fait, qui je trouve que c'est vraiment méconnu, mais c'est surtout ce qu'il a laissé comme œuvre, qui est dans le spiritisme, on étudie beaucoup Kardec, qui est la base, vraiment. Sans Kardec, il n'y aurait pas eu Léon Denis, ni d'autres. Mais des fois, on oublie ceux qui ont été au milieu. On étudie Kardec, on étudie tout ce qu'il y a eu au Brésil, après Chico Xavier et tout. Mais il y a comme quelque chose au milieu qui reste un peu pas très exploré. Alors, Léon Denis, il est appelé l'apôtre du spiritisme. Moi, je l'appelle les poètes spirites. C'est mon titre à moi. Parce que chaque fois que je lis des choses de lui, c'est comme, pour moi, c'est vraiment de la poésie. C'est la façon qu'il écrit, ça te... Vous savez, quand on écoute une musique tellement belle, qu'on se sent comme élevé, ou quand on mange quelque chose qui est tellement bon, lire ces livres, pour moi, c'est comme ça. Ça crée quelque chose dans l'âme, je ne sais pas, ça vient nous chercher. Il parle dans un langage qui n'est pas... il n'est pas scientifique, ce n'est pas un théoricien, c'est vraiment, il essaye d'apporter, de prendre l'œuvre de Kardec et de l'apporter d'une façon qu'on puisse la comprendre. Alors, lui, il présente vraiment une philosophie qui nous oblige à l'exercice de la pensée. Alors, parce que dans le fond, c'est ça la philosophie, de toute façon, mais lui, c'est vraiment, ça nous oblige à réfléchir, à méditer, expliquer, développer l'œuvre de Kardec. Je trouve qu'il réussit à réveiller en nous les désirs du progrès, de la sagesse. Ça, c'est en passant, ce n'est pas des mots à moi. Ça, c'est Haroldo Dutra, qui est un conférencier spirit actuel au Brésil, qui parlait de Léon Denis dans ces termes-là, et je suis tout à fait d'accord. Alors, il réveille en nous les désirs du progrès, de la sagesse, il ouvre l'esprit, il ouvre la conscience. Il a une vision sage et profonde des enseignements de Jésus. Sa pensée profonde, ample et spirituelle, mais inclut aussi les aspects matériels de la vie. Alors, ce n'est pas juste qu'on pensait spiritualité, mais bon, il a la vie de tous les jours, comment on fait. Il fait vraiment les liens entre les deux choses. Puis, il y a vraiment une préoccupation dans son œuvre avec l'éveil de la conscience, comparativement à la perte de conscience qu'il y a eu dans le christianisme. Parce qu'on peut parler du Christ, on peut parler du christianisme. Hein? Alors, c'est vraiment deux choses différentes, une dérive de l'autre, sauf qu'il y en a eu beaucoup d'altérations, manipulations, dogmes, etc. Alors, vraiment, il essaie de chercher la pureté du message de Jésus pour le comprendre, basé sur les œuvres de Kardec. C'est vraiment des œuvres lumineuses qui développent notre pensée critique, ce qui est possible de lire sans se mettre en réflexion. Je vais parler un peu de qui était Léon Denis, son histoire. Alors, il est né en France, à Toul, en 1846. Son père était maçon et sa mère était paysanne. Il a étudié avec un maître qui était disciple de Jean-Jacques Rousseau. Alors déjà, il était chanceux au début de sa vie. Puis, il apprenait vraiment, il n'a pas été dans une école comme fermée, il se promenait dans la nature, il enseignait comme ça. Alors, depuis très tôt, il était en contact avec tout. C'était vraiment à travers des expériences et des exemples concrets qu'il apprenait. Peut-être tout ça l'a aidé, c'est sûr qu'il apportait déjà quelque chose dans lui, mais tout a fait en sorte qu'il s'est toujours questionné depuis très tôt sur des questions vraiment profondes au niveau de la vie et de la mort, des choses que normalement les jeunes ne pensent pas, sauf si on a vraiment des passes par difficulté dans la vie. Alors déjà à 18 ans, il s'intéressait à Platon, à Sénèque, les grands philosophes. Alors, par exemple, la place de Platon, c'est pas la sagesse, alors c'est apprendre à mourir. Et Sénèque, qu'est-ce que c'est la vie? C'est une méditation de la mort. Alors vraiment, c'était des sujets qui l'attisaient. Et alors, il prend connaissance du livre des esprits d'Alain Kardec à 18 ans. Et là, il s'est joint avec quelques amis.
Et ils ont commencé à faire des expériences. Donc là, ils voulaient aussi voir les esprits, communiquer avec les esprits. Mais les résultats qu'ils ont obtenus n'étaient pas très, très concluants. Puis, s'il n'y avait pas été l'œuvre des Kardec qui expliquait vraiment beaucoup de choses, il l'aurait peut-être lâché. Il serait découragé, même comme il y avait des œuvres, pas seulement Kardec, il y en avait d'autres qui s'intéressaient à ça à l'époque, surtout Kardec. Ça fait en sorte qu'il a décidé d'étudier plus. Mais il a conclu quelque chose qui est important, qu'on répète encore aujourd'hui pour ceux qui s'intéressent à la médiumnité, à tous les phénomènes. Il semble en effet que l'invisible veut nous éprouver, mesurer notre degré de persévérance, exiger une certaine maturité d'esprit avant de nous livrer ses secrets. Parce que vous savez, moi je dis souvent quand je donne des cours médiumniques ou d'autres gens qui me demandent, la médiumnité, nous l'avons tous. Hein? Il y en a qui l'ont plus ostensible que d'autres, ont plus de facilité à y accéder même sans une formation. Ça chauffe. Et, puis c'est sûr qu'il y en a des esprits partout. Alors, l'espiritisme, il ne détient pas les contrôles des esprits. On n'a pas besoin d'être spirit, on n'a pas besoin de passer par une formation médiumnique pour parler avec des esprits. Okay? Mais ce qu'on se rend compte avec l'espiritisme, c'est que malgré qu'on puisse communiquer facilement, si on n'a pas une certaine préparation, une certaine maturité dans les objectifs, ce qu'on va voir, ce soit des résultats vraiment médiocres ou des communications des esprits qui sont là juste pour nous niaiser, dans le fond. Ils veulent juste nous faire peur, rigoler avec nous. Tandis qu'il y en a, oui, des esprits très sérieux qui sont prêts à communiquer avec nous s'ils sentent qu'on a vraiment un but sérieux. Mais comment est-ce qu'on peut démontrer avoir un but sérieux si on veut juste faire une petite expérience pour s'amuser? Alors, c'est pour ça que normalement, ça prend une certaine étude. Ce n'est pas pour que ce soit quelque chose qui soit réservé à des initiés. C'est pas ça. C'est vraiment que la personne démontre par ses efforts son sérieux. Vraiment, qu'elle étudie, qu'elle cherche à savoir, qu'elle veut l'utiliser pour quelque chose, vraiment, pour augmenter sa connaissance, pour aider d'autres personnes, pas pour un but de profit personnel ou juste pour s'amuser. Alors, en 67, Denis avait 21 ans. Il rencontre Allan Kardec, qui était venu passer quelques jours chez des amis dans la ville où il habitait. Alors, tous les spirites étaient venus pour venir inviter pour venir les saluer. Et ça l'a beaucoup touché. Et ça a fait en sorte que suite à ça, il a fondé un groupe spirit, comme on a aujourd'hui ici. Alors, des groupes de la rue du Cygne, où il est devenu secrétaire. Alors, des amis ont vraiment eu l'envie, pas juste de tester avec des expériences, mais de faire des études plus approfondies. Alors, il dit, j'ai appris par là combien il est dangereux de se livrer à l'expérimentation spirit sans préparation, sans protection efficace et sans exemple, et ces exemples me rendirent circonspect. Suite à ça, ça serait en 67. En 70, 3 ans plus tard, il y a eu la guerre franco-allemande. Ça n'a pas duré très longtemps, mais Denis a dû participer de la guerre. Alors, il a laissé un peu de côté ses études spirites, mais là-dedans, il a rencontré un autre soldat, un sergent, qui était médium et qui s'intéressait aussi par ça. Alors, ils ont, avec d'autres personnes intéressées, ils ont commencé à faire des expérimentations. Et ils ont commencé à recevoir des messages quand même sérieux. Alors, ils ont reçu d'abord un message qui disait des choses qui s'en doutaient, mais que l'Allemagne et la France étaient en négociation pour faire un traité de paix. Mais ce qu'il disait, le message, c'est que malgré ça, les deux camps allaient rester avec beaucoup de rancune. Parce que là, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts, l'orgueil, etc., souffrance. Alors, tout ça allait laisser des cicatrices importantes dans les deux côtés. Alors, il disait, c'est très important de profiter des connaissances que vous avez pour les utiliser pour éclairer les personnes. Alors, les faire voir à la grandeur des dieux et consoler la souffrance en amour, faites le bien. Donc, vraiment, les mots consolateurs qui allaient se répéter.
quelques jours plus tard, ils ont eu encore un autre message qui disait, là, il racontait que oui, finalement, la paix a été signée, ça a même été annoncé, ils ont été informés par les esprits. Mais il disait, mais dans quelques années, ça va recommencer parce que l'Allemagne a sorti vraiment de ces traités-là très unis, alors ça restait vraiment quelque chose. Alors ça, là, il parlait de la Première Guerre mondiale. Il s'est prié. Alors là, la guerre finie, il a retourné dans les spirites, puis il a continué ses études, puis il a commencé à faire des conférences aussi. Alors d'abord, bon, comme son père était maçon, lui participait de la maçonnerie. Alors, il a été orateur à la loge maçonnique de Denis. C'était les noms. Hein? C'était un nom. C'était juste un nom? Oui, c'était les noms. Les noms du groupe maçonnique. Je ne connais pas trop les maçons, mais je pense que c'est les noms. Oui, c'est les francs-maçons. Oui. Alors, je pense que c'était juste les noms de secteur maçonnique auquel il participait. Alors là-bas, il était quand même très actif et il commence à faire des conférences en essayant de tirer vers des sujets qui sont proches du spiritisme. Et dans les groupes spirites qu'il avait fondés avec ses amis sur la rue des Signes, il y a de nouvelles personnes qui sont jointes à eux. Et les séances d'études, d'expérimentation ont repris. Lui était déjà médium écrivain, mais là, il est devenu médium voyant aussi. Alors, à travers sa voyance, il a réussi à reconstituer dans l'état de veille des scènes impressionnantes de l'histoire médiévale, l'histoire ancienne, pour les expliquer à la lumière des connaissances spirites. Et ils avaient des séances toutes les semaines jusqu'en 1977. Et ces séances étaient quand même très fréquentées, puis il y avait des communications importantes. En 1973, il raconte qu'il y a soudainement ceux qui étaient capables de sentir, de voir, ont vu que la salle s'est remplie d'une multitude d'esprits et que les murs et les plafonds étaient couverts des étincelles. Donc, c'est vraiment des choses importantes qui se passaient là. En 1973, encore, il était assisté par un de ses esprits guides qui s'était donné le nom de Sorella. Et à ce moment-là, devant les francs-maçons, il fait des discours. D'abord, il avait parlé du patriotisme. Là, il va parler du matérialisme. Et par la suite, il va parler de l'apologie du spiritisme. C'était quand même, il était très osé. C'était pas quelqu'un qui avait peur de parler de sujets vraiment inconnus ou délicats. Mais là, il a commencé à avoir beaucoup de difficultés. D'abord, chez les francs-maçons, ils n'ont pas trop aimé ça. Même chez ses connaissances, chez sa famille, il y a eu beaucoup d'incompréhension et d'hostilité même, malgré qu'il y avait des gens qui voulaient toujours être intéressés. Parmi les gens qu'il connaissait, c'était quand même très difficile. Et en même temps, sa santé a commencé à s'affaiblir. Lui, il avait quand même des problèmes de santé, avec des problèmes de vision aussi. Mais il a commencé à ce moment-là à recevoir des messages d'encouragement. Alors, son guide lui dit on arrive à la fois pleine et entière que par une lente et douloureuse initiation. Ça fait partie, cette difficulté-là, ça fait partie du développement. En 1973 encore, il a eu une révélation son guide, qui s'appelait Sorella, lui a révélé qu'elle avait été dans une incarnation de Jeanne d'Arc. Et ça l'a beaucoup touché. Puis Denis, en fait, il a consacré une bonne partie de son œuvre à Jeanne d'Arc. Je vais vous parler un peu plus loin. Son guide, il avait un guide qui communiquait, qui se manifestait, qui se faisait nommer Sorella. Alors, ces guides-là lui a révélé que c'était les mêmes esprits que Jeanne d'Arc.
C'était une différente incarnation des gens là. Pas Léon Denis. Surveillance. Ouais. Pas Léon Denis. Qui n'était pas réincarné. C'est ça. C'était quoi? En fait, Sorella, c'était incarné en Jeanne d'Arc. Oui. Oui, ou le contraire. Je ne sais pas si c'était une incarnation antérieure ou après, mais c'était une différente incarnation. Ouais. C'est ça. Alors, dans le fond, c'était l'esprit de Jeanne d'Arc qui parlait. C'est ça, c'était ça. Et dans cette même année, lui et ses collègues du Centre Spirit, Excuse-moi encore, qui se consacrera une majeure partie de sa vie? Léon Denis, Léon Denis, à la vie de Jeanne d'Arc. à la vie de Jeanne d'Arc. Il a dans ses œuvres. Je ne sais pas si je dis que je comprends mal aujourd'hui. Mais des fois aussi, c'est la traduction, parce que ça, c'est des choses qui ont été traduites. Je pense que c'était écrit en portugais sur la vie de Léon Denis. Ouais, je pense que c'est moi qui des fois comprend. Mais bon. Alors, dans la même année, Léon Denis et ses collègues, juste en revenant, il a fait un livre spécifiquement sur Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc médiane, si je ne me trompe pas, je vais parler plus loin, mais il y a les d'autres œuvres qui ont touché ça. Bon. Alors, ouais. Alors, Léon Denis et ses collègues, cette même année, ils ont eu la révélation de quel était leur lien, où est-ce qu'ils s'étaient connus. Alors, ils ont su qu'ils s'étaient connus la première fois dans un combat naval sur Louis XIV. Parce que vous savez, les gens qui travaillent ensemble, bon, dans notre vie, on rencontre plein de gens qu'on a déjà rencontrés dans notre vie. Mais normalement, les gens avec qui on fait un travail ensemble, un travail plus soutenu, plus approfondi, il y a vraiment un lien plus important. Alors, ça arrive parfois que les esprits vont révéler c'est quoi ces lignes-là, où est-ce que ça commence. Léon Denis, à part son travail spirit, il travaillait aussi. Hein. Alors, il a dû faire plusieurs voyages commerciaux. Et alors, ça lui a permis, en fait, d'augmenter ses connaissances, d'augmenter sa connaissance des cultures différentes, des personnes différentes. C'était très enrichissant pour lui. Alors, il a traversé la France tout entière. Il est allé en Caraïbes, en Algérie, en Tunisie, en Sardaigne, en Corse. Et c'est là qu'il a commencé à écrire. Alors, à partir de 1880, il a écrit, c'était plus des récits des voyages, pas des œuvres spirites. Alors, Tunis et l'île de Sardaigne, le médecin de Catane et Giovanna. Mais là, il a commencé à exercer cette d'écriture. Il était médium, psychographe, mais il n'écrivait pas vraiment, c'était plus des messages avant. Là, il a commencé vraiment à écrire aussi plus des textes pour être publiés, qui plus tard deviendraient des livres. Alors, d'abord, il y a un journal qui s'appelle Les Progrès, qui publie en tant qu'enseignement un texte d'une de ses premières conférences, qui était la loi de solidarité qui relie tous les temps et toutes les races. Donc, lui, il avait vraiment une préoccupation sociale aussi très forte. Alain Kardec était décédé en 1869. Alors, toutes les années, à cette époque, c'était quand même fort le spiritisme. Toutes les années, on allait dans sa tombe, on faisait un hommage, on parlait et tout. Alors, en 81, Léon Denis étant très actif dans les milieux spirites, on lui a demandé de prononcer l'hommage traditionnel sous la tombe d'Alain Kardec. Par la suite, en novembre 82, il a eu la révélation d'un autre guide, parce qu'il n'y avait pas juste un guide. Alors, il y a un autre de ces guides qui était très présent, comme Emmanuel Pouchavière. Alors, c'était Jérôme Desprailles qui s'est appelé. Alors, il a communiqué avec lui pour la première fois. Et quelques mois plus tard, cet esprit-là lui a donné un message qui vraiment, il y avait comme un travail à faire important et qu'il n'était pas seul, qu'il allait l'accompagner. Il a dit, va mon fils dans les sentiers ouverts devant toi, je marche derrière toi pour te soutenir. Donc vraiment, il était
très épaulés par les guides spirituels. Alors là, il commence une divulgation plus large du spiritisme. En 1882, il participe des travaux d'un congrès parmi différents milieux spirites en France. Alors, le but, c'était de fonder la Société d'études spirites. Comme aujourd'hui, on a les conseils spirites canadiens, les conseils spirites nord-américains. Je ne sais pas si ça existe. Quand il y en a l'américain, il y en a les canadiens. Il y en a les conseils spirites internationaux. Les Brésiliens. Alors, les spirites, dans le fond, c'est pas comme, par exemple, dans l'Église catholique, il y a le pape qui dirige tout. Dans le spiritisme, il n'y a pas ça. Chaque centre spirit est vraiment autonome. On a la liberté ou non, la liberté d'être ou non lié à des conseils spirites, si on veut. Les conseils spirites, ils ne sont pas là, en fait, pour dire qu'est-ce qu'on doit faire, ou nous donner des lignes directrices, c'est pas ça. Ils sont là pour promouvoir l'union et l'échange entre les différents groupes spirites et, à travers ça, divulguer le spiritisme. C'est vraiment ça. Est-ce que les contribuent à, je sais pas, est-ce qu'il y a un échange de messages dessus dans les différents groupes? Au Brésil, c'est beaucoup plus développé. Ouais. Au Brésil, c'est beaucoup plus développé. Alors, il y en a énormément de choses qui se passent. Moi, je ne connais pas beaucoup au Brésil parce que j'ai vécu le spiritisme juste à l'extérieur du Brésil. Donc, je peux parler de ce qui se passe ici. Ici, c'est vraiment plus au niveau des conférences. On essaie au moins une fois par année d'amener des personnes pour faire des conférences. Alors, on s'unit pour participer à ça. Là, on commence à voir des échanges au niveau des différents secteurs. Alors, par exemple, le secteur des études, le secteur d'administration. On a créé des groupes pour se parler, pour échanger sur les pratiques, pour s'entraider dans le fond. Mais j'imagine que oui, au Brésil, ils doivent échanger des messages. Parce que là, il y a les conseils spirites, mais il y a aussi les congrès spirites, qui parfois sont quand même assez grands. Et dans ces congrès-là, il y a toujours des messages spécifiques qui sont reçus. Donc, c'est pour promouvoir l'échange et les contacts. Alors, dans ces congrès-là, j'ai créé justement la Société d'études spirites. Ça a été souligné, sa participation très importante par d'autres spirites. Alors, on a dit de lui qui avait beaucoup de chaleur, d'inspiration, qui parlait d'une façon vraiment touchante. Ça arrivait à unir et à toucher les gens qui l'écoutaient. Alors, en 1883, il commence à donner des conférences dans différentes villes en France sur les existences progressives des lettres, alors sur l'évolution à travers les différentes incarnations. En 1885, là, il écrit sa première œuvre spirit, Les pourquoi de la vie. Et il dit, dans la prédication du livre, il dit, c'est à vous, ô mes frères et sœurs de l'humanité, à vous tous qui les fardeaux de la vie accoudés, à vous qui les appelutes, les soucis, les épreuves ont accablé, que j'ai dédié ces pages. Et ces livres-là ont remporté beaucoup de succès. En 1885 encore, il devient vice-président de l'Union Spirit française et aussi membre d'honneur de multiples sociétés spirites, de multiples centres spirites, notamment l'Union Spirit de Catalogne. Là, il commence à participer aussi à des congrès spiritualistes, parce qu'à l'époque, le spiritisme était nouveau encore. Hein? Alors, il n'était pas très connu. Ce qui existait plus, c'était le spiritualisme. Alors, il participe dans le congrès spiritualiste international en 89, où viennent parler les principales écoles spiritualistes. Alors, il faisait partie des catéchistes, et il y avait les Swedenborgiens, les théosophes, les kabbalistes, les Rose-Croix, parmi d'autres. Et là, ils ont eu beaucoup d'échanges, de discussions, des conférences, comparer des points. Et Léon Denis, pour la première fois, il s'est vraiment démarqué en tant que défenseur, divulgateur
pas juste au niveau des conférences qu'il faisait, mais par rapport à ce qui existait déjà, ce qui était connu déjà. Il défendait la thèse kardéciste, il faisait être connu, puis il expliquait par rapport aux autres existants. Il y a une revue, L'Étoile, qui était dirigée par un abbé, alors qui était vraiment chrétien et catholique, qui s'exprimait par rapport aux interventions de Léon Denis dans ces termes. Je dois mentionner les chaleureuses improvisations de M. Denis des Tours, qui a pris la parole plus de 30 fois, toujours avec les mêmes bonheurs. Je me rappelle en écoutant cette promesse de Jésus-Christ. Quand vous aurez à rendre témoignage de moi, ne vous préoccupez pas de ce que vous devez dire. L'Esprit sera là qui vous suggérera tous vos discours. C'est beau, hein? C'est comme c'était un abbé, tu sais, mais il sentait, c'était tellement de chants qu'il sentait qu'il recevait vraiment une inspiration. En fait, dans la religion catholique, c'est le du Père et du Fils et du Saint. Mais oui, ça se fait. Puis les protestants aussi, mon père est protestant, puis il passe il utilise un seul mot pour désigner plusieurs esprits, dans le fond. Là, il publie sa deuxième publication spirite en 1890. Alors, c'est un livre qui s'intitule Après la mort. Les critiques ont été vraiment très bonnes. Par exemple, il y en a quelqu'un qui a dit « Je veux parler entre les épreuves imposées et la récompense. Je dois les redire, tout charme dans ces pages, malgré la gravité du sujet. » Alors, vraiment des gens qui, tu sais, ils n'étaient pas vraiment par ça, mais ils disaient quoi. Ils étaient vraiment touchés. C'est un livre qui a fait en sorte que plusieurs personnes se sont ouvertes à la spiritualité. Il y avait quelqu'un qui avait perdu sa femme et qui a lu ces livres et a dit qui nous incite à devenir meilleurs. Il est d'une philosophie sereine et profonde. C'est un livre qu'on garde et qu'on relit. Je n'étais pas, c'était quelqu'un d'autre, je n'étais pas sans savoir d'une façon quel est le spiritisme, mais pourquoi s'embarrasser de l'au-delà? On a parfois devant l'immensité des discussions d'une intelligence. Dieu nous fait en nous qui des frugipations. On pense à vivre et tout à coup la mort. J'ai lu Alain Kardec et dans des questions spirites. J'ai lu après la mort plus douces larmes de ma vie. On nous a dit, des écrivains, des journalistes, des penseurs vous ont écrit là. Ce n'est pas cela. Ces livres, je voudrais être riche pour l'éditer par millions et les voir sur toute la terre. Rien ne sera jamais écrit dans aucune langue qui soit si grand et si beau. Alors, on peut voir que les gens étaient quand même très touchés. Et aussi, c'est dans la façon qu'il parlait, passer le message. Et il allait vraiment toucher la sensibilité des gens, les sentiments des gens. Comme Kardec, toutes ses œuvres sont fondamentales. Mais parfois, si on n'a pas quelque chose, on peut lire ça juste avec formation. C'est bon, je m'intéresse à étudier ça, mais Léon Denis, il va vraiment chercher un sentiment qui nous donne l'envie d'aller plus loin dans cette étude. Là, il continue son écrivain avec plus d'ardeur à partir de 89. On a fait des grandes tournées de France. En 90, il prépare un nouvel ouvrage, Les matérialismes et les spiritualismes, expérimental devant la raison. Alors, c'est une œuvre importante parce que, justement, ça questionnaire le spiritisme. Pas juste regarder comment c'est juste un autre mysticisme de plus, mais non, avec la science, les matérialismes et tout. Et c'était quoi ces liens-là?
Jean Jaurès, qui était à ce moment-là professeur de philosophie adjoint au maire de Toulouse, cette œuvre-là, il a ouvert la salle des conférences de la faculté des lettres. Il faisait des conférences pas juste dans des centres spirites, mais dans des domaines importants. En 1992, Thomas parlait du spiritisme dans des matinées célèbres qui réunissaient tout Paris. Il a accepté et à partir de ce moment-là, en étant dans ces endroits plus connus, il était considéré un écrivain de premier ordre. Alors, suite à ça, il y a un autre cycle de conférences en Belgique en 1893. Aussi, en 1893, il développe un autre terme, le spiritisme devant la raison. Alors, à Bordeaux, il donne des conférences devant des milliers d'auditeurs, dont beaucoup de magistrats et des prêtres aussi. Alors, ça touchait vraiment beaucoup de personnes et des personnes qui étaient influentes. En 1894, ces conférences avaient beaucoup de succès, étaient très recherchées, toujours à Bordeaux. Il était comme devenu un soldat d'une cause qui vraiment, c'est pour ça qu'on dit, on dit l'apôtre du spiritisme, parce qu'il il a pris ça qui a décidé de le répandre partout avec beaucoup de force et de passion. En 1895, on nous demande de parler du spiritisme devant un auditoire composé des mineurs qui travaillaient dans les mines. Alors, il y a pas des mineurs, enfin, non. Des mineurs, des mines. Je pensais que c'était des ados, là. Non. Alors, il profite de l'occasion, puis il aborde pour la première fois le spiritisme social. Puis c'était aussi un thème qu'il a beaucoup développé. Tu peux dire quelques mots sur le spiritisme social? Mais le spiritisme, dans le sens de transformateur de la société, c'est en transformant notre façon de voir les choses pour une société plus égalitaire, plus juste, plus dans ce sens. Alors, entre 1895 et 1996, il se consacre à différents exposés qui, plus tard, sont devenus des livres, des parties des livres. Alors, du problème de la vie et de la destinée, l'idée des dieux, les miracles de Jeanne d'Arc. En 1897, c'est une année record parce qu'il effectue 25 conférences sur ces sujets. 1898, c'était les cinquantenaires du spiritisme. Alors, il va aussi parler à La Haye, dans les Pays-Bas. 1899, encore 14 conférences sur le spiritisme dans le monde et l'idée des dieux. 1900, 7 fois, il fait des conférences à Alger et continue par la suite en France aussi, toujours avec énorme succès. On voit quand même que le spiritisme était très connu à cette époque-là. Hein? Il y avait, là aussi on parle juste des Denis, mais il y en avait beaucoup de personnes influentes qui sont intéressées par le spiritisme et qui ont divulgué dans différents pays. C'est vraiment juste après, avec la Première et Deuxième Guerre mondiale, c'est un tournage au niveau spirituel de l'humanité. Mais bon. La tragédie avait désabusé. Étouffé. Certaines fois. En 1903, son sujet de prédilection était Jeanne d'Arc, on a beaucoup parlé d'elle. Et à chaque année, il continuait, mais il commençait à être quand même, on avait dit qu'il avait la santé fragile, il commençait à sentir un peu le coup. Il a commencé à diminuer un peu les conférences. Il a donné 5 conférences en 1905, 6 en 1906, 8 en 1907, mais c'était déjà beaucoup moins que les 25 qui avaient duré les autres années. 1908 marque la fin de cette longue étape de conférences un peu partout, qui avait quand même duré 35 ans. Pendant 35 ans, il a donné 300 conférences. Il a quand même beaucoup travaillé, parlé. Alors, tous les pays de la France avait pu être touché par les connaissances spirituelles. Vraiment, il a répandu ça partout et même ailleurs, mais surtout en France.
Ce qui a trait au christianisme et spiritisme, là on recule un peu plus, presque 20 ans avant, Denis, il a aidé à la formation d'un autre groupe spirit qui s'appelait le groupe de la rue du Rempart. Alors, beaucoup de guides sont révélés dans ces groupes. Alors, le principal, c'était Jérôme Despragues, qui en avait déjà parlé, et un autre qui s'appelait l'Esprit Bleu. On l'appelait Esprit Bleu parce que les médiums qu'il voyaient qu'il était comme enveloppé par un voile bleu. C'est ça les noms qu'ils ont donnés. Alors, ces esprits-là ont donné beaucoup d'enseignements philosophiques, élucidé des points obscurs, expliquer des contradictions apparentes dans la doctrine, parce qu'il voulait vraiment fusionner le spiritisme avec le christianisme régénéré. Pas que ce soit quelque chose à part, mais vraiment démontrer que dans le fond, un n'était pas contraire à l'autre, un était plutôt comme la suite de l'autre. Et ils ont aussi donné beaucoup, bon ça c'était plus Jérôme Despragues, et l'Esprit Bleu, il s'est dit plus à des enseignements relatifs à la famille, à l'éducation des enfants. Et l'enseignement de ces deux esprits ensemble constitue quand même un enseignement très complet, philosophique et moral. C'est toujours basé sur l'œuvre d'Allan Kardec, mais d'une façon plus éloquente, plus persuasive, plus vulgarisée. En 1898, Denis publie un livre très controversé qui s'appelle Le christianisme et spiritisme. Controversé pourquoi? Pas pour nous. Son modèle de spiritisme est controversé, c'est sûr, pour les chrétiens de l'époque. Parce qu'il affirme d'emblée, il dit nous savons tout ce que la doctrine du Christ contient des sublimes. Nous savons qu'elle est par excellence une doctrine d'amour, une religion de pitié, de miséricorde, de fraternité parmi les hommes. Mais est-ce bien cette doctrine qui enseigne l'Église romaine? La parole du Nazaréen nous a-t-elle été transmise pure et sans mélange? Et l'interprétation que l'Église nous donne est-elle exempte de tout élément étranger et parasite? Alors, ça, c'était son propos pour le livre, élucider ce point-là. D'abord, c'est très ambitieux comme projet, très courageux aussi, mais c'est sûr que ça va mettre plein de gens contre lui. Alors, l'œuvre avait 4 parties. D'abord, parlait des vicissitudes de l'Évangile, la doctrine secrète du christianisme, relation avec l'esprit des morts et la nouvelle révélation. Alors, vraiment, à travers ces parties-là, il développait son thème, son objectif. Et là, il a commencé à avoir des attaques d'un peu partout, des catholiques, des protestants. Mais d'une certaine façon, c'était bien parce que ça fait en sorte qu'on a parlé de ça. Hein? Alors, ça garde conscience. Et lui-même, il a écrit plus tard que le christianisme porte en lui des éléments de progrès, des germes de vie sociale et des moralités qui, en se développant, peuvent produire des grandes choses. Soyons donc chrétiens, mais en nous élevant au-dessus des confessions diverses, jusqu'à la source pure où l'Évangile est sorti. Le christianisme ne peut être ni jésuite, ni jansénite, ni huguenot. Ses bras sont largement ouverts à toute l'humanité. Alors, c'est vraiment surmonter toutes les différentes qui existent, les différences qui existent encore aujourd'hui entre les différentes croyances, les chrétiens, les évangéliques, les protestants, l'Église baptiste. Dans le fond, l'Évangile est le même pour tout le monde. Jésus a apporté un message qui est universel. Il n'est pas la propriété des personnes. Et bon, c'est sûr que ces paroles-là, son but était de calmer un peu les critiques, mais ça n'a pas trop satisfait les clergés catholiques ou protestants, mais ont quand même touché beaucoup des chrétiens qui ont vu dans ça comme une ouverture, pas vraiment une attaque contre ce qui est leur croyance, plutôt une ouverture pour essayer de développer ça. Les destinées du spiritisme au congrès de 1900 à Paris.
Denis, qui à ce moment-là était président effectif, il exprime sa confiance dans les destinées du spiritualisme moderne. Là, il parlait plus dans un sens large, pas juste spiritisme, mais spiritualisme. Et dans ces congrès-là, il va aborder les questions suivantes. Les caractères particuliers du spiritisme, quel est-il? C'est quoi la différence du spiritisme par rapport aux autres croyances spiritualistes? Et quelle est l'action du spiritisme dans les domaines de la pensée? Alors, vraiment questionner quel est le rôle du spiritisme? D'autres orateurs qui étaient dans ces congrès-là ont fait des déclarations intéressantes sur les facultés médiumniques communes à tous les hommes. Alors, il parlait aussi des spiritismes. Denis a apporté sur ces points des contributions vraiment précieuses. Alors, là, il y a eu plusieurs objections. Hein. Il discutait, là, c'était vraiment des congrès pour discuter les pour et les contre des tout. Aujourd'hui, dans les congrès spirites, c'est plus, la majorité des gens qui participent, c'est des gens qui acceptent le spiritisme et qui sont intéressés à ça. Alors, malgré qu'on discute plusieurs choses, il n'y a pas nécessairement des attaques ou des débats par rapport à si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais à ce moment-là, c'était vraiment très... il y avait des discussions vraiment fortes à ces sujets-là. Alors, devant toutes les objections à la thèse de la réincarnation de la part du président de la Société française d'études des phénomènes psychiques, et il déploie toutes les ressources de sa conviction pour appuyer la thèse kardéciste. Alors, il examine toutes les théories contraires sans laisser des objections sans réponse. Alors, il était vraiment très éloquent à ce niveau-là. C'est sûr qu'il était très inspiré par ses guides qui étaient avec lui. Lui, il a dit, ce qui caractérise aujourd'hui le spiritisme, c'est le maintien des principes fixés par le Kardec et non le développement constant par les méthodes expérimentales. Alors, malgré qu'il y avait beaucoup de gens qui expérimentaient, et que c'était bien, parce qu'on était dans l'époque vraiment de développer ces connaissances-là à travers l'expérience, mais il ramenait toujours des retours à l'œuvre de Kardec. Parce que ce que Kardec a fait, c'est vraiment la base de toutes les études, dans le sens qu'il a utilisé vraiment les méthodes scientifiques pour étudier tous les messages des esprits. Alors, il ramenait toujours à ça, sans pourtant nier l'expérience des autres personnes. Il disait, alors, à ce sujet, cependant, pour nous, l'espiritisme n'est pas tout en Kardec. L'espiritisme, c'est une doctrine universelle et éternelle qui était proclamée par toutes les grandes voix du passé, sur tous les points de la terre, et qui le sera par toutes les grandes voix de l'avenir. Alors, pour lui, vraiment, l'espiritisme, là, ce n'était que le début. C'était vraiment quelque chose qui était universel. Puis il disait, Kardec est très important, il y a la base, mais il n'a pas tout dit. Sur l'existence des dieux, ça c'était aussi un des sujets de prédilection de Denis. Alors, dans les congrès de 1900, il abordait cette question essentielle. Y a-t-il lieu d'affirmer l'existence des dieux? Alors, il ne voulait sûrement pas rester en dehors de ces débats. Alors, il dit, vous ne pouvez pas séparer les faits de la cause. Vous ne pouvez pas séparer l'homme des dieux. Et j'ai dit plus encore. J'ai dit, en dehors des dieux, de l'affirmation des dieux, il n'y a pas d'humanité. Parce que la notion d'humanité, n'est-ce pas, c'est fait que nous sommes liés les uns aux autres par un lien puissant, qui est lié par une identité de nature, d'origine et de fin. Et tout cela est Dieu. Tout cela vient de Dieu. Dieu est le Père de l'humanité. Nous sommes tous ses enfants et c'est par cela que nous sommes unis les uns aux autres à jamais. Dans le fond, il reprend un petit peu l'idée comme le Dieu Père de l'Église, mais plus en développant au niveau du lien qui unit les personnes les unes aux autres, en ouvrant la pensée à un Dieu différent de la vision qu'on a d'une personne, hein? Mais plutôt comme en étant quelque chose qu'on n'arrive pas encore à comprendre,
mais quelque chose qui se définit plutôt dans ce qui existe, dans les relations entre les choses. Plus loin, il dit encore aussi, l'homme ne peut pas s'étudier et se connaître sans étudier Dieu. Non pas en soi, mais dans les rapports que nous entretenons avec lui. Et non seulement on le conçoit, mais on veut le servir. Alors, il parle vraiment de ce qu'on peut ressentir. Il ne parle pas d'un Dieu intellectuel qui on vient nous dire ceci ou ça, il faut le craindre, il faut prier, il ne faut pas pécher. Non, il parle vraiment de qu'est-ce qu'on sent. De notre relation avec les autres, mais aussi de qu'est-ce qu'on sent dans notre cœur, notre relation avec une force plus puissante que nous avons tous. Même si on est athée, il y a quelque chose qu'on ressent à quelque part. Je ne sais pas, on peut donner des noms différents, mais il parle plutôt d'aller vraiment ressentir notre propre sentiment des liens avec quelque chose d'autre pour comprendre qu'est-ce qui est Dieu. Alors, il avait beaucoup de fermeté, de bon sens et de prudence. Elle est une foi rayonnante. Alors, c'est ça qui faisait en sorte qu'on l'admirait beaucoup parce qu'en plus de tout ça, il parlait avec beaucoup de simplicité. Vraiment, il parlait de son cœur. La médiumnité, alors à cette époque, la tâche des conférenciers était en même temps que celle d'écrivain. Alors, il écrivait plusieurs livres, mais en 1903, il écrit Dans l'invisible. C'est un livre qui parle plus spécifiquement des médiumnités. C'est un gros livre, 500 pages, mais qui ça parle vraiment, ça donne beaucoup d'aspects qui je trouve, qui même aujourd'hui, on n'a pas assez étudié. On étudie plusieurs œuvres qui parlent de médiumnité, mais là-dedans, il y a des choses vraiment que je trouve qu'on va peut-être passer encore 100, 200 ans avant de comprendre. Il y a vraiment beaucoup de détails. Il parle aussi de la médiumnité dans le monde spirituel, de tout l'essence de l'esprit qui, quand il n'est pas lié au corps, qui sont ouverts dans le monde spirituel. C'est une œuvre très, très intéressante, mais qu'il faut lire avec beaucoup de temps, beaucoup de réflexions. On a étudié il y a quelques années. Je me souviens que des fois, en 30 minutes, on passait une seule page parce qu'il y a tellement de choses dans chaque page c'est vraiment très riche. Alors, il y a une question c'est une question qui requiert beaucoup d'attention. Qui l'a développé à partir du livre des médiums d'Allan Kardec. Parce que c'était vraiment la première œuvre qui était écrite depuis ce livre-là qui parlait plus de ça. À ce moment-là, les gens ils faisaient beaucoup d'expérimentation, mais c'était plus vraiment les côtés philosophiques, scientifiques, au niveau des discussions, mais pas vraiment, OK, là, comment on fait pour développer la médiumnité? Qu'est-ce qu'on doit vraiment regarder? Alors, c'était... on peut dire la deuxième œuvre en importance après les livres des médiums à cette époque. Dans la première partie du livre, alors, on va parler des lois du spiritisme expérimental. Alors, des vues nouvelles, surtout sur la psychologie féminine, là, c'est pas drôle qu'on parle de ça, hein, mais à l'époque, la femme était encore vue comme inférieure à l'homme, hein, puis alors c'était comme je ne pensais pas trop à la femme, c'était plus l'homme, on parlait beaucoup de l'homme. Là, il parle aussi, il intègre la femme. C'était quand même très osé en début du siècle. La deuxième partie, c'est vraiment plus la médiumnité en général. Alors, ça pratique les dangers, les hypothèses et les objections qu'elle soulève. Et les derniers paragraphes sur la médiumnité glorieuse. Et c'est vraiment comme plutôt une écriture très inspirante. Il faut le lire pour le sentir. Les spiritismes et les anciennes philosophies, alors je vais parler de ça aussi. Surtout quand il était à Liège, reçu par les Belges, alors il était reçu à titre de président d'honneur parce qu'on l'appelait déjà l'apôtre du spiritisme. Alors, à partir de cette date, il va aborder les problèmes de l'être et de la destinée, qui est une analogie du message des esprits avec les enseignements philosophiques et les croyances les plus anciennes. Alors, il faisait vraiment la comparaison. Comme par exemple, on peut lire
Au début de l'Évangile, qui est une comparaison du spiritisme avec ce qu'il disait à Socrate, Platon. Mais là, il faisait avec tous les anciens philosophes. Alors, c'est aussi une œuvre qui est très importante. Un autre livre de 500 pages qui a eu beaucoup de succès. À cette époque-là, on étudiait quand même beaucoup la philosophie. Hein. De nos jours, c'est pas très fort. La plupart des gens, tu sais, ils vont à l'école, on va mentionner, il y a eu tel et tel philosophe, on va peut-être lire une petite chose, mais c'est pas dans notre culture actuelle de philosopher, de discuter par rapport aux différentes philosophies. Mais à cette époque-là, c'était encore quand même. Hein? On n'a pas le temps. C'est vrai, on a une vie tellement. À cette époque-là, ça n'existait pas l'Internet, ça n'existait pas les iPhones. Alors, les gens avaient le temps de lire et de discuter sur des choses. Alors, sous Jeanne d'Arc, en 1906, il publie La vérité sur Jeanne d'Arc. Alors, il médite beaucoup depuis sa jeunesse sur les mystères de la vie et de la mort de cette héroïne. Déjà, depuis 1877, il va aborder cette question qui va reprendre plus tard dans les génies de la Gaule et nos véritables traditions nationales. En 1896, il parle de ça aussi en 3 grandes conférences. Alors, Jeanne d'Arc, sa vie, son procès et la mort. Jeanne d'Arc, c'est mort. Jeanne d'Arc et le spiritualisme moderne. Il a quand même beaucoup parlé d'elle. Alors, il y a eu, à partir de ces conférences-là, il y a eu plusieurs ouvrages qui ont sorti, des fois des choses contradictoires, mais il a compris aussi à bouger les idées pour faire en sorte qu'ils réfléchissent sur ça. En 1912, il a écrit les livres qui, en fait, ça englobait des choses qu'il avait déjà parlé, mais il a tout mis dans un livre qui s'appelle « Jeanne d'Arc médium ». Il est donné de la faculté Clermont-Ferrand à l'époque. Alors, après avoir étudié ces livres, il a dit que c'était un ouvrage très important. Et comparant ces livres-là à un autre livre qui parlait de Jeanne d'Arc aussi, d'Anatole France, il a dit « Les livres de M. Denis est un beau et bon livre, comme le livre de M. France est un mauvais et vilain livre. » Tandis que ces livres d'Anatole France c'est quand même très considéré, mais alors, c'est ça. Mais c'est parce qu'il est en Denis, il est allé chercher, pas juste la partie historique des choses qu'on connaît, il a quand même cherché du côté inspiré, mais médiumniquement aussi pour parler. Hein. Alors, c'est sûr que c'est un livre qui est plus riche que ce qu'on pourrait connaître si on se base sur l'histoire qui était passée d'une personne à l'autre. Je ne sais pas les titres, mais c'est un livre qui parle des Jeanne d'Arc. Ici, il ne mentionne pas les titres. C'est juste qu'il a comparé, parce que cette quelqu'un qui avait écrit sur Jeanne d'Arc, c'est un livre qui était très considéré à l'époque. Ben, c'est ça. Alors, les congrès universels, il était très actif dans tous les congrès spiritualistes. En 1910, à 64 ans, il était invité à titre de délégué de la France et du Brésil au congrès de Bruxelles. Et il va prononcer un de ses discours les plus remarquables. En 1913, la Société d'études psychiques de Genève, c'est eux qui vont animer le 2e congrès universel. Et là, Léon Denis va partager la présidence avec Gabriel Denis, qui était quelqu'un de très actif aussi dans l'espiritisme, qui, je vous conseille de rechercher sur lui aussi, il y a des œuvres très intéressantes. Et alors, l'ouverture du congrès, les thèmes principaux qui vont discuter, c'est les rôles du spiritisme dans l'évolution religieuse de l'humanité. Et c'est dans ces congrès-là qui ont démontré que l'espiritisme, dans le fond, n'est pas une religion. Malgré qu'il a des aspects religieux, alors on peut dire que c'est une religion dans le sens qui ça relie l'homme avec la spiritualité, avec Dieu. Mais ce n'est pas une religion dans le sens qu'on connaît du terme, dans le sens qui, si on compare le spiritisme avec les religions connues, il y a plein de choses qu'il n'a pas. Il n'a pas de dogme, il n'a pas de hiérarchie,
il n'y a pas de rituels. Alors, c'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment classer le spiritisme dans la même chose, malgré qu'il y a des aspects religieux. Alors, dans le fond, au Brésil, la majorité des gens considèrent le spiritisme comme une religion, parce qu'au Brésil, tout le monde a une religion. Hein. Alors, souvent, je me souviens quand j'étais enfant, on me demandait, c'est quoi ta religion? C'est comme si c'était acquis que tout le monde en a eu. Puis alors, les gens qui étaient spiritistes disaient, mais la religion, c'est le spiritisme. Alors, ça restait un peu comme ça. Puis jusqu'à aujourd'hui, les gens disent, je suis des religions spirites. Mais dans le fond, le spiritisme, on peut dire que oui, c'est une religion à cause de ses aspects religieux, mais ce n'est pas une religion dans le sens qu'elle ne rentre pas dans la même catégorie que les autres. Il n'y a pas les mêmes aspects. Alors, c'était tout ça qui était discuté dans ces congrès universels. Alors, Denis a parlé d'abord par rapport à l'origine des religions, leur histoire et les phénomènes principaux du christianisme. Puis il a conclu en disant l'espiritisme seul peut établir des rapports entre la science et la religion. L'espiritisme seul peut être les traits d'union entre les croyants et la science, les croyances et la science. Et par quel procédé? En fournissant à l'humanité une vraie philosophie, une notion philosophique exacte et positive de la nature de l'être, de son avenir et de la notion de l'au-delà. Par les faits, c'est qu'aucune religion ne peut faire actuellement. Et par ce procédé, il dissipe cette angoisse terrible qui pèse sur l'esprit humain, l'angoisse de l'avenir, l'angoisse de la vie après la mort que les religions ne peuvent guérir. Parce que dans le fond, à la différence des religions existantes où on nous demande de croire, dans l'espiritisme, on ne nous demande pas de croire, on demande de comprendre. Et on demande aussi de douter et de questionner. Alors, c'est ça vraiment la différence. Alors, si jamais on acquiert une croyance, une foi en quelque chose, c'est à travers les raisonnements. Alors, c'est quelque chose qui est solide. Parce que ce n'est pas basé sur les faits qu'on nous dit, oh, si vous ne croyez pas, c'est un péché. C'est vraiment... Alors, Dieu et l'univers, entre ces deux congrès-là qu'on a parlé, il a publié un autre livre qui s'appelle Les grandes énigmes. Alors, Dieu et l'univers, aussi Dieu et l'univers, suivi de la loi circulaire, les âges de la vie et la mission du XXe siècle. Certains étaient des livres, certains étaient juste des textes. Alors, c'est vraiment, mais ces livres, les grandes énigmes, ils parlent de ces chapitres, c'est considéré comme vraiment un hymne à l'éternel. Si on lit une petite partie de ce qu'il a écrit, il dit Dieu et l'univers, où et comment ai-je songé à écrire ces livres? C'était un soir d'hiver, un soir de promenade sur la côte azurée de Provence. Les soleils se couchaient sur la mer paisible, les rayons d'or glissant sur la vague endormie, allumaient des teintes ardentes sur les sommets des roches et des promontoires, tandis que la mince, croissante lunaire montait dans les ciels sans nuages. Un grand silence se faisait, enveloppant toute chose, et la voix me dit « Oublie un livre qui nous inspirera, un petit livre qui résume tout ce que l'âme humaine doit connaître pour s'orienter dans sa voie. Oublie un livre qui démontre à tous que la vie humaine n'est pas une chose vaine dont on puisse user avec légèreté, mais une lutte pour la conquête du ciel, une œuvre haute et grave d'édification, de perfectionnement, une œuvre qui régisse des lois augustes et équitables au-dessus desquelles plane l'éternelle justice tempérée par l'amour. Alors là, on peut voir qu'il était vraiment un poète. Ces dernières années, il a écrit Le monde invisible et la guerre en 1919. Alors, c'était une compilation des articles publiés au cours de la Première Guerre mondiale. En 1920, il établit les bilans moraux de l'après-guerre dans une suite de pages. En 1921, il écrit une série d'articles qui ont une poésie très profonde et sereine sur la voie des choses et préconise les retours à la nature. C'est des choses qu'on parle aujourd'hui, hein, les retours à la nature. Déjà, il parlait à ce moment-là, puis on est comme 100 ans plus tard. Ouais. En l'année 1922,
commencé en 1921. On a dit, ah, c'est une ingénierie ici, dans cette période-là. Il y a toute la vague aussi en architecture, je ne sais pas comment on dit en français, de l'énergie, mais Art déco, de l'art déco aussi, avec ils allaient faire des meubles dans les maisons, qui mettaient des branches, des feuilles, tu sais, dans ces pièces. C'est le retour à la nature, c'est la même période. C'est pas le même retour à la nature. C'est pas les mêmes. C'est vraiment pas la même. C'est pas exactement ce dont tu parlais non plus, mais tout est en ligne. Alors, en 1922, consacre au spiritisme dans l'art et à l'étude des forces radiantes qu'il appelle, lesquelles expliquent comment la vibration universelle raconte à l'humanité l'histoire des races, des mondes, car elle contient en elle toutes les formes du présent et du passé qui sont génératrices de celles de l'avenir. Alors là, c'est vraiment plus dans la subjectivité. Par la suite, c'est plutôt la question sociale qui le préoccupe. Alors, dans ses rapports avec l'espiritisme, comme on parlait avant, qui vont vraiment absorber son attention. En 1924, il consacre entièrement l'année à cette étude. Alors, il va préconiser un socialisme qui est semblable à celui de Jean-Georges, qui est pénétré dans l'idéalisme d'un sentiment profondément humain. Alors, mentionnant Jean-Denis. C'est pas un religieuse. C'est lui qui a fondé le grand musée de l'histoire naturelle. Je ne connais pas son histoire à fond, mais je pense qu'il parlait aussi de ces choses-là. Il faudrait faire plus de recherches fouillées. Alors, il dit, l'univers, c'est une grande société des forces et d'âmes sollicitées entre les biens et les mal. Aspire du fond des contradictions et des misères à la plénitude et à l'harmonie de la vie divine. Dans le fond, il questionnait les forces dans la vie, mais comme dans la société aussi, toutes les contradictions qu'il y en a comme étant des éléments qui sont contradictoires, mais dans le fond, ils s'activent pour qu'on arrive justement à l'harmonie. C'est à travers ça qu'on peut. Alors, en tout cas, il discute beaucoup sur ça. Je dis de façon. Oui. Les derniers congrès, alors c'est le 3e congrès spirit international de 1925, on lui demande d'accepter la présidence, mais il refuse à cause de son grand âge et de ses infirmités. Mais l'esprit de Jérôme et aussi celui d'Alain Kardec le stimule à aller à Paris. Alors, il se met en travail. Il décide d'y aller. Puis, ces congrès vont réunir des représentants de 24 pays différents et beaucoup des journaux, des périodiques de l'époque qui ont parlé de ces séances-là. Alors, ce n'est pas juste dans les milieux spirituels. Alors, on dit de ces congrès-là, c'était un spectacle impressionnant qui devait défiler à la tribune des hommes de toutes races et de toutes couleurs. Tous venaient affirmer en des langues diverses la même foi en la survivance et dans l'évolution indéfinie de l'être, dans l'existence d'une cause suprême dont la pensée radiante anime l'univers. Des hommes éminents dans les sciences et dans les lettres ont ajouté leur adhésion formelle au vibrant discours des orateurs. On sentait passer sur l'assistance les souffles inspirateurs d'une foule invisible, et les voyants attestaient la présence des défunts illustres qui prenaient une part active à l'élaboration d'une grande œuvre. Alors, c'était vraiment un congrès très important. Et ces congrès-là ont surtout mis en lumière les caractères scientifiques du spiritisme expérimental, ainsi que la portée morale et sociale de la doctrine spirite, fraternité humaine. Alors, lui, il était presque aveugle, hein, mais même comme ça, avec sa santé fragile, il a participé à des débats très importants avec beaucoup d'autorité et d'aisance. C'était vraiment très marquant sa participation dans ces congrès-là. Sa dernière publication, à
80 ans. C'était les génies celtiques. Alors, ces livres étaient salués. Il y a quelqu'un, Gabriel Gaubron, qui a salué les vieux druides de Lorraine en parlant de Léon Denis, comme dans une ancienne vie, du fait qu'il a ravivé l'étincelle du celtisme immortel. C'est drôle, hein, parce qu'on a, tu sais, parler des Celtes, tout le monde a un petit quelque chose, mais on ne regarde pas trop là-dedans. Hein. Il y a comme la musique celte qui nous attire, ou je ne sais pas, on voit des choses celtes un peu partout, mais ça reste comme quelque chose. Mais lui, il a vraiment parlé de ça. Moi, je n'ai pas lu tous les livres, mais j'ai écouté une partie parce qu'il y a les livres audio sur YouTube. Puis c'est vraiment intéressant, puis il parle vraiment d'une mission au niveau de la spiritualité universelle qui avait les Celtes, et qui après, bon, ils sont réincarnés dans d'autres choses, dans le spiritisme. Mais c'est vraiment un livre très intéressant. Alors, à tant de pages célèbres écrites à ce sujet, je n'aurais pas songé, dit-il, à ajouter quoi que ce soit, si je n'avais eu un élément nouveau à offrir au lecteur pour élucider les problèmes de nos origines, c'est-à-dire la collaboration du monde invisible. En effet, c'est à l'instigation d'Alain Kardec que j'ai réalisé ce travail. Nous sommes, nous, Français actuels, les descendants des Gaulois. Latins par culture, nous sommes Celtes par le sang. C'est le moment d'aller chercher les racines. Les premiers chapitres consacrés à l'Irlande, qui était l'ancien sanctuaire des Druides. Puis après ça, il y a une partie qui parle du pays des Gaules, des Galles. Et ensuite, l'Écosse, en Bretagne, et les rivages d'Armor jusqu'à l'Auvergne, et terminant en Lorraine et à Denon, Sainte-Odile. Alors, la seconde partie va traiter plus du druidisme. Alors, c'est un livre qui parle des choses qu'on ne discute pas trop, mais qui ont tout à fait à voir avec le spiritisme. Parce qu'on sait aussi, Alain Kardec aussi était un druide. Hein? C'est comme si tous les druides qui reviennent pour parler de ça. Et alors, dans ces livres-là, il y a des messages d'Alain Kardec, des Jeanne de Dorémy, qui ajoutent un caractère de sincérité émouvant. Son écriture dans ces livres-là a une forme très courte, très pure, très dépouillée, qui démontre vraiment sa pensée. C'est son dernier livre, hein? Alors c'est vraiment les résumés aussi au niveau de ce qu'on peut ressentir de toute son œuvre. Sa fin, alors un mois après qu'il a fini d'écrire Le génie celtique, il a été avec une pneumonie, il reste quand même très lucide. Alors, dans son dernier jour de vie, il appelle sa servante qui l'aidait. Il dit, vous avez été à même de me comprendre si vous avez voulu. Vous savez ce que vous allez voir arriver. Vous savez ce qui a été écrit, que ce qui a été écrit est l'expression de la vérité toute nue. Vous aurez à entendre des sarcasmes, mais cela doit vous être indifférent. Dans le fond, il parlait à sa servante, mais c'était pour tous les spirites, son message. Et pour la dernière fois, ces derniers mots, dans le fond, c'était encore pensant à ses œuvres, à son travail. Donc, il dit, il faut terminer résumé et conclusion. Alors, pour ceux qui savaient de quoi il parlait, dans le fond, c'est parce qu'il était en train de travailler. Il parlait du préface de la biographie d'Alain Kardec, qu'on lui avait demandé M. Jean Meyer. Alors, il dit, envoyez à Meyer les 15. Alors, c'est pas vraiment, il est mort, mais il pensait encore, il continue à travailler, hein, jusqu'à son dernier mot. Il pensait à ça. Alors, il a vraiment dédié toute sa vie au spiritisme depuis son jeune âge. Et qu'est-ce qu'il nous a laissé? Mais la vie entière de Léon Denis était vraiment dédiée à la survie de l'âme. Alors, plus quiconque qui a nié l'anéantissement total de l'être pensant. Alors, ses efforts étaient tous dans le sens de nous éveiller la conscience. C'est ça, dans le fond. Il était, oui, un poète, mais aussi un grand artiste méditatif. Il s'est toujours efforcé de prouver qu'on ne perd pas les êtres que nous amons pour l'éternité.
qui sont présents, même si invisibles, et qui se manifestent à notre esprit, à notre cœur, à nos sens, si on ne fait pas des efforts pour les oublier. Hein. Alors, aussi, ce qui est très important de son œuvre, c'est que ça n'excluait pas l'esprit scientifique. Malgré qu'il parlait vraiment du cœur, de son sentiment, il a toujours vraiment fait attention du fait qu'on aborde toujours la partie scientifique, les matérialistes, toujours faisant des liens avec ça. Et des œuvres, il a développé vraiment sa conviction à travers toutes les œuvres qu'il a écrites. Alors, ici, le plus important, l'au-delà et la survivance, les problèmes de l'être, de la destinée, les grandes énigmes après la mort, le pourquoi de la vie. L'information, c'est là, mais elles sont toutes très bonnes et très importantes. Alors, c'est ça, jusqu'à l'âge de 81 ans, il est décédé. Il a continué à collaborer. D'abord, il était persuadé de continuer à travailler. Hein, et il a continué à collaborer à l'évolution de l'humanité avec beaucoup d'énergie et de sérénité en même temps. Il était un exemple très émouvant de fidélité aux principes et vraiment de bonté. C'était vraiment quelqu'un qui est lié par sa bonté. Et alors, à côté d'Alain Kardec, hein, c'est très important alors qu'on ne l'oublie pas, qu'on prenne le temps de connaître ses œuvres aussi. De même que d'autres spirites très importants qui ont été Gabriel Delanne, Camille Flammarion, William Cruz. On dit qu'ils ont eu ce mérite immense d'attirer l'attention de l'humanité pensante, non seulement sur un ensemble de faits qui révèlent l'existence de tout un monde invisible, vivant et s'agitant autour de nous, mais aussi sur les conséquences philosophiques et morales découlant de ces faits. Celles-ci sont un acheminement vers la connaissance des lois éternelles qui régissent la vie, l'évolution et assurent le fonctionnement de la justice dans l'univers. En parlant de tout cela, Léon Denis et les autres. Alors, moi, j'espère vous avoir donné les goûts de découvrir un peu Léon Denis. Ces livres et aussi audiolivres sont disponibles sur Internet, la grande majorité, soit en PDF, soit en audio sur YouTube. J'ai trouvé sur les sites du Centre Spirit lyonnais, je préfère toujours beaucoup ces sites-là parce qu'ils ont énormément de liens. Alors, juste dans leur site, il y a 7 œuvres qui sont disponibles en PDF, mais il y en a peut-être d'autres sur d'autres sites. Et sur YouTube, j'ai trouvé Après la mort, le pourquoi de la vie, les grandes énigmes, les problèmes de l'être, de la destinée, les génies celtiques, puis il y en a peut-être d'autres aussi. Alors, je vous recommande fortement, d'abord parce que c'est une grande œuvre, c'est une œuvre très importante, mais aussi pour nous-mêmes, pour notre connaissance, si on s'intéresse par le spiritisme, nos connaissances ne sont pas vraiment complètes sans qu'on étudie l'œuvre de l'Église. Et pour notre, non seulement les connaissances spirites, mais pour notre propre développement personnel, parce qu'il nous touche au cœur, vraiment. Il nous fait sortir de l'intellect pour sentir. Et c'est ça, la bibliographie, c'est largement inspiré dans ce livre. Alors, Léon Denis, l'apôtre du spiritisme, sa vie, son œuvre, c'est une synthèse du livre de Gaston Luce par Lucette Denis. C'est bon? Oui. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Parce que je ne connaissais pas Léon Denis.